Pour l'instant, mesdames et messieurs, il semble qu'il soit plus sûr d'être à Paris qu'à Bruxelles. Cela étant, les événements de ce type vont sans doute se multiplier, puisque, comme l'a dit assez justement, je crois, notre Premier ministre, il y a quelques jours ou semaines, nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, il faut s'attendre à être attaqué. Et il faut surtout procéder à la mobilisation des forces, et pas seulement des forces de police ou de gendarmerie. Il faut que le peuple entier soit mobilisé. Et c'est l'objectif que nous nous sommes donné à l'occasion de la fête du 1er mai de Jeanne d'Arc. Et dans la volonté que nous avons de constitution de comité Jeanne d'Arc au secours. C'était l'an dernier, vous vous en souvenez peut-être, pour certains d'entre vous, devant la statue de Jeanne d'Arc, j'avais crié « Jeanne au secours ». C'était évidemment pas au secours de ma personne, c'était au secours de la France, dont je pensais qu'elle était beaucoup plus menacée que ne s'en rendaient compte ses propres dirigeants et ses propres concitoyens. À la base de cette inquiétude, il y a l'analyse objective des faits depuis plusieurs dizaines d'années, et en particulier d'une donnée que nous dénonçons depuis longtemps, à savoir l'immigration massive et ses conséquences bien sûr normales, le chômage, l'insécurité, puis les conséquences plus lointaines du fiscalisme et autres. Bref, un affaiblissement général de la France et de l'Europe et une menace qui allait devenir grandissante au fur et à mesure qu'on se donnait la peine d'analyser les composantes du problème. Au départ de cette immigration continue qui en France a fait entrer environ 200 à 300 000 étrangers par an depuis 40 ans. Nous reparlerons tout à l'heure, si vous voulez bien, du chiffre des populations étrangères qui ont ainsi été intégrées, si j'ose dire. Malheureusement, elles ne l'ont pas été, mais qui sont en tous les cas résidentes dans notre pays. Quelquefois avec des papiers d'identité analogues aux nôtres, mais qui ne reflètent pas pour autant une adhésion sincère à la nation et à la patrie qui les abrite. Le premier phénomène, c'est l'explosion démographique du monde, et singulièrement du tiers-monde. En effet, la population mondiale en un siècle est passée de 2 à 7 milliards d'habitants. Aujourd'hui, elle galope vers 8, 9, 10, on ne sait pas. Puisqu'aussi bien les spécialistes ont annoncé que dans 50 ans, au Nigeria, il y aurait 440 millions d'habitants. Je ne sais pas si nous irons jusque-là, et si nous franchirons ce demi-siècle de façon si pacifique que cette explosion démographique puisse se développer. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'en tous les cas, dans le qu'on peut appeler le tiers-monde, la population ne cesse d'augmenter. Avec, paradoxalement, dans le même temps, l'Europe, elle, connaît un déficit démographique. Et cette différence de pression, si j'ose dire,
selon une théorie de circulation des fluides, va du trop-plein vers le trop-vide. Et c'est ainsi que c'est un mouvement presque naturellement mécanique qui porte les populations de ces pays vers les nôtres, la France et l'Europe. Ceci était prévisible et n'a pas été prévu. Pourtant, gouverner, c'est prévoir, et ceci engage bien sûr la responsabilité politique et morale des dirigeants des pays européens depuis 40 ans. En effet, rien n'a été fait, au contraire. On a favorisé, soit par idéologie, soit par faiblesse, l'entrée d'étrangers, alors que l'on savait déjà que l'on était incapable de leur fournir du travail, puisque déjà nous avions de larges populations de chômeurs. C'était donc admettre que les gens qui entraient chez nous devraient être assistés, soit qu'ils ne trouvent pas de travail, soit que, prenant le travail d'un national, eh bien, il fallait assumer la charge sociale de celui-ci. Bref, ceci a été la condition principale, évidemment, fondamentale des phénomènes migratoires. Et à cela s'est ajouté, corrélativement, pourrait-on dire, une poussée de l'islam. En effet, on a pu constater dans l'histoire que ces poussées islamiques correspondaient en effet aussi à des poussées démographiques. Et c'est vrai aussi que la France a pu jouer un très grand rôle au XVIIe, au XVIIIe siècle à cause de sa population. Nous avions 20 millions d'habitants quand l'Angleterre en avait 6. Bon, bref, toutes ces raisons ont amené, bien sûr, la situation que l'on connaît aujourd'hui. Avec de surcroît l'apparition d'un phénomène nouveau, le terrorisme. Et un terrorisme d'un type particulier, parce que s'appuyant d'abord sur des vecteurs religieux, islamistes, il faut le dire, la plupart des attentats sont précédés de déclarations qui ne sont pas ambiguës, et ce terrorisme a ceci de particulier, c'est que ces exécutants se suicident, selon une technique qui est baptisée d'ailleurs de façon erronée kamikaze. Kamikaze étaient ces pilotes nippons qui, pendant la guerre, à la fin de la guerre, précipitaient leurs avions sur les bateaux de guerre américains. Là, il s'agit de gens qui ont délibérément décidé de s'éliminer, ce qui, évidemment, pose à la police des problèmes presque insoluble, parce qu'il n'y a pas de piste. On s'est réjoui beaucoup les temps derniers que M. Abdeslam ait pu être capturé. Il a fallu tout de même les milliers de policiers de deux grands États, de la France et de la Belgique, pour arriver à attraper un des responsables des tueries qui s'étaient produites à Paris. Parlera-t-il? On le dit. Je n'en suis pas sûr. Mais en toute hypothèse, d'ailleurs, il est à l'abri de nos procédures démocratiques qui rendent évidemment le combat tout à fait disproportionné. Vous savez, historiquement, quand des belligérants sont face à face, c'est ceux qui tuent qui gagnent. Or, Daesh tue. Non seulement tue, mais met en scène ces exécutions, de façon à, au sens littéral du terme, terroriser ses adversaires. Et celle-ci a une efficacité certaine. C'est donc dans cette situation que nous nous trouvons, si vous me permettez de résumer, l'Europe, 700 millions d'habitants, âge moyen, 45 ans, taux de reproduction par femme, 1,4. En face, 6 milliards. Âge moyen, 20 ans. Taux de reproduction, 3 à 4 ou 4 à 5 enfants par femme. Sur le papier, l'affaire est réglée. Mais il reste la volonté des hommes.
leur détermination, leur courage. Mais il ne suffit pas de mobiliser les gouvernements, ni les appareils de défense classiques. Il faut que les peuples eux-mêmes entrent dans ce combat psychologiquement, qu'ils se mobilisent. Nous n'en sommes pas à la France apaisée. Nous devons aller vers la France mobilisée. Et c'est précisément ce que nous souhaitons faire et la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir me rencontrer aujourd'hui. Nous allons profiter de la date du 1er mai, en ayant constaté avec tristesse que le Front National, la direction du Front National, avait renoncé à ce défilé traditionnel depuis 1988. Et que la raison qui en était donnée, c'est que les menaces de Daesh, eh bien, nous relevons le gant en ce qui nous concerne. Et nous allons constituer un comité national, Jeanne au secours, et lancer un appel pour que le 1er mai, il y ait une masse de Françaises et de Français qui témoignent par leur présence qu'elles refusent la menace de Daesh. Il n'y aura pas de place ce jour-là pour les pleutres et pour les lâches. Ils pourront rester chez eux. Bon, ils ne seront pas condamnés pour autant. Mais en revanche, nous souhaitons que les Français, et pas seulement eux, car vous lirez tout à l'heure un appel, si vous voulez bien, je demande aussi à toutes les autres organisations nationales, que ce soit les partis politiques, que ce soit les cercles, les clubs, les groupements, les journaux, les télévisions, les radios, tous ceux qui peuvent apporter leur pierre à cet édifice, sous l'égide de notre sainte héroïne nationale, Jeanne d'Arc, patronne de la France, patronne des soldats, patronne des combattants, patronne des militants, ce faisant. Donner en plus, si vous voulez, créer une relation spirituelle dans ce combat au moment où on s'efforce de laïciser l'action publique en face d'un adversaire qui, lui, s'appuie sur la religion. Là encore, il y a disproportion et la civilisation européenne doit s'inspirer de ses racines spirituelles pour pouvoir s'opposer à un mouvement qui lui-même a des références du même type. Voilà, mesdames et messieurs, je voudrais vous lire cet appel, si vous voulez bien. Et la direction du Front National a décidé de supprimer le défilé traditionnel en l'honneur de Jeanne d'Arc et de la fête du travail, qui se déroulait chaque année à Paris le 1er mai depuis 1988. Le prétexte invoqué, les menaces d'attentats lancées par les terroristes islamistes de Daesh. Cette reculade est indigne et inacceptable pour les patriotes français. J'appelle donc ceux-ci à se rassembler le 1er mai au pied de la statue de Jeanne d'Arc, place des Pyramides à Paris. Je demande à tous les dirigeants nationaux, des partis politiques, des cercles, des associations, des journaux, radios, télévisions, d'appeler, eux aussi, au grand rassemblement populaire et national sous l'égide de l'héroïne sainte de la patrie, Jeanne d'Arc. Voilà, mesdames et messieurs, quel était le sens de ma venue aujourd'hui dans ces bâtiments qui dépendent du Parlement européen. Je suis parlementaire européen depuis 32 ans. Et je le suis encore, et donc je n'ai pas renoncé, et je n'ai pas été allégé de ma responsabilité d'homme politique. Et je l'assume dans un moment où je crois que la patrie est en danger. Et je dirais même gravement qu'elle est en danger de mort, qu'elle est en danger de submersion, que les vagues déferlantes migratoires n'en sont qu'à leur début et que nous n'avons pas vu le pire dans ce domaine. Je voudrais rappeler qu'il y a sur la côte sud de la Méditerranée
plusieurs pays, dont la Turquie, qui fait 80 ou 90 millions d'habitants, l'Égypte, 90 millions d'habitants, le Maghreb, 70 millions d'habitants. Or, il est probable que ces pays, et tout particulièrement le Maghreb, connaissent des grandes difficultés, nées à la fois des problèmes économiques liés au pétrole, mais aussi au fait que la population est passée en Algérie en 50 ans de 8 à 40 millions d'habitants, dont la moitié ont moins de 20 ans, sans qu'il existe les structures économiques et sociales qui soient comparables à celles qu'offre le continent européen dans sa décadence faiblissante. Voyez-vous, ou bien nous allons provoquer le sursaut des populations européennes, singulièrement en ce qui nous concerne, de celles des populations françaises, où nous serons soumis. Je rappelle que le mot islam veut dire soumission. C'est aussi le titre du roman de M. Houellebecq, qui se termine par l'élection d'un président musulman. Après tout, peut-être cette hypothèse est-elle moins romanesque qu'il n'y paraît. Peut-être aussi d'ailleurs que certains hommes politiques français, qui d'ailleurs ont été élus en leur temps, je crois, grâce à l'apport des voix des citoyens anciens immigrés, puissent penser que, en augmentant le nombre de ceux-ci, on assure peut-être son élection prochaine. Eh bien, nous allons nous efforcer de mobiliser les Français pour combattre. Ce que nous voulons faire n'est pas un parti politique. Et nous pensons que le Front National est probablement le vecteur, aujourd'hui, et même sûrement, le vecteur le plus efficace pour la conquête de la présidence de la République et de la majorité parlementaire aux élections de 2017. Nous souhaitons que cette mobilisation soit entendue par ce mouvement comme coopérative. Si elle ne l'était pas, bien, nous prendrions sans doute d'autres résolutions, car nous ne nous sentirons libérés du devoir que nous avons à l'égard de notre patrie que par le succès. Et c'est le cas de dire la victoire ou la mort. Je me propose de répondre à vos questions si vous souhaitez m'en poser. Par rapport à la... Oui, si vous voulez parler fort, s'il vous plaît, parce que... Une réaction par rapport aux explosions à Bruxelles aujourd'hui. Vous êtes député européen, vous auriez pu être sur place si la session avait lieu aujourd'hui. Quelle est votre réaction par rapport à ce qui s'est passé ce matin? Mais en l'occurrence, je ne prends pas le métro de Bruxelles, mais c'est vrai que j'aurais pu être à Bruxelles parce qu'une des explosions s'est produite dans le quartier résidentiel, enfin le quartier politique de Bruxelles. Il faut savoir que la Belgique est très largement imprégnée par l'immigration. Et des villes comme Molenbeek ou Schaerbeek sont en fait des villes étrangères. Et ce que révèle la cavale d'Abdeslam, c'est justement qu'il ait pu se promener librement, sans être arrêté, sans être dénoncé, sans être repéré par les policiers, parce que les terroristes évoluent dans ces régions, dans ces secteurs, et dans nos quartiers, comme les poissons dans l'eau, comme disait Mao Tse-tung. C'est dire que le combat, la guerre qui est engagée, n'est pas gagnée d'avance, et qu'elle pourrait avoir, somme toute, après tout, des résultats comparables à ceux de la guerre d'Algérie, où malgré la victoire de l'armée française sur le terrain, les accords d'Évian aboutissaient le 19 mars à la capitulation pratique de l'armée, restée l'arme au pied au moment où l'on massacrait des dizaines de milliers de harkis et où on enlevait des centaines d'Européens, notamment à Oran. Alors, nous ne sommes pas à l'abri de cette faiblesse éventuelle, mais qui n'est possible que si le peuple en est le complice. Or, c'est justement pour cela que nous pensons qu'il faut procéder à la mobilisation spirituelle, intellectuelle, politique
du peuple français. Que fera votre comité après le 1er mai? Vous voulez toujours savoir ce qui va se passer après. Moi, je voudrais déjà savoir ce qui va se passer maintenant. Ce qui va se passer après, je ne suis pas Madame Soleil, je ne peux pas vous prévoir l'avenir. Simplement, quand il y a des prémices qui sont évidentes, il n'est pas inhumain d'en déduire des conséquences qui sont probables, possibles et quelquefois même tellement évidentes qu'elles sont certaines. Donc, je vous dis, moi, nous allons faire le pire. Et nous allons connaître, n'est-ce pas, je me permets de vous rappeler que dans le monde, il y a pratiquement un attentat par jour, dont la plupart sont d'ailleurs, il faut bien le dire, initiés par les islamistes extrémistes. Et procèdent avec des techniques comme que l'on peut imaginer chez nous, des voitures piégées, avec de très fortes capacités explosives. Dans nos civilisations modernes sont extrêmement vulnérables, en particulier dans le domaine des communications, des transports. C'est très facile, somme toute, de bloquer la circulation. On voit par exemple aujourd'hui que Bruxelles, le gouvernement belge réagit en bloquant absolument toutes les activités de Bruxelles. Les transports, les aériens, les ferroviaires, routiers, etc. Donc, sur une action terroriste. Or, il me semble que l'erreur consiste à penser qu'il y a une bande, c'est un peu comme la bande à Bono. Alors, quand on aura attrapé les membres de la bande à Bono, eh bien, l'affaire sera classée. Non, il y a probablement plusieurs réseaux. Il y en a peut-être des dizaines qui sont séparés les uns des autres, organisés méthodiquement. L'homme qui vous parle a été dans la bataille d'Alger il y a 50 ans. Nous avons eu affaire à Alger à des réseaux terroristes. D'ailleurs, me semble-t-il, apparemment mieux organisés que ne sont ceux aujourd'hui de Daesh. Mais il a fallu appeler une division de parachutistes dans la ville pour arriver à endiguer et éradiquer la menace terroriste qui, en effet, posait des bombes dans les restaurants, dans les stades, les techniques étaient assez semblables à celles d'aujourd'hui, mais ce qui s'est produit entre-temps, c'est que nous étions dans des pays où, dans une ville même, où la population européenne était au moins aussi importante, plus importante même que la population indigène. Mais maintenant, nous savons que nos pays, nos villes, sont très souvent ce que je pourrais appeler les Européens. Ils sont minoritaires. À Tarascon, à Carpentras, dans les écoles, il y a 2 enfants sur 3 sont d'origine immigrée. Mais ça n'est pas seulement à Carpentras, c'est vrai aussi dans beaucoup d'autres villes françaises et européennes. Il n'y a que Madame Merkel qui soit prête à ouvrir les bras. Toutefois, avant de serrer les jambes. Monsieur Le Pen, vous dites ne pas vouloir faire de parti à partir de ces comités. Alors quel est votre objectif au-delà? Faire pression sur le Front National pour qu'il change de ligne? Vous avez comme objectif votre intégration, des changements au sein de la direction du Front National. Bien sûr. Quels sont vos objectifs? Voilà, l'objectif c'est de consolider au Front National la ligne qui a été la sienne pendant plus de 40 ans et qui est d'ailleurs celle encore qui est exprimée par les porte-paroles officiels. Mais c'est marginalement, si j'ose dire, que l'on fait état d'un programme économique qui semblerait inspiré par la gauche socialiste, par M. Chevènement, et en particulier par M. Philippot, qui en est le porte-parole. C'est justement pour faire échec à cette dérive que nous procédons à cette mobilisation. Mais notre projet va bien au-delà du Front National. Il est le projet de mobiliser l'opinion politique française pour lui faire se rendre compte du danger mortel que représente l'immigration massive et bien sûr son infiltration
par les réseaux terroristes et par les réseaux activistes. Bien évidemment, il n'est... certains pensent qu'il est déjà trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et vous vous souvenez de cette parole du bailli de Suffren disant « Tirez tous les boulets, c'est peut-être le dernier qui nous donnera la victoire ». Ça représente combien de personnes, les comités, aujourd'hui? Et quels sont vos moyens d'action? De quels moyens d'action vous disposez? Et nous avons bien sûr déjà des relations étroites avec un certain nombre de responsables et de militants politiques. Mais je pense que notre appel et la situation générale vont provoquer un mouvement profond dans la société française. Car à la vérité, les progrès que fait le Front National sur le plan électoral, certains se les attribuent ou l'attribuent à leur mérite propre. En l'occurrence, leur origine est largement événementielle. C'est l'évolution des événements. C'est le fait que la réalité a rejoint les avertissements que nous donnions depuis des décennies. Et les gens se disent, mais après tout, ces gens qu'on réputait extrémistes, etc., mais ils avaient vu clair, puisque ce qui était en train de se produire, c'est exactement ce qu'ils disaient il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est cela qui fait l'adhésion des électeurs français aux candidats qui expriment ou qui sont les plus proches de la ligne que nous avons défendue depuis des décennies, encore une fois. Je vous rappelle que la première affiche du Front National, il y a 44 ans maintenant, c'était « Avec nous, avant qu'il ne soit trop tard ». Trop tard, les 2 mots dont le général MacArthur dit qu'ils expliquent toutes les défaites. Too late, avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Et nous sommes déjà bien avancés sur la route du désastre. Il n'est que temps maintenant de procéder à l'alerte générale, non pas à l'apaisement des uns ou des autres, mais au contraire à leur mobilisation active. Jean-Marie, tu disais nous ne voulons pas faire un parti politique. Nous souhaitons que la mobilisation soit entendue par le Front National comme coopérative. Alors, que se passe-t-il s'il n'y a pas de réponse à cette question, s'il n'y a pas de coopération? Que se passe-t-il, comme il me semble probable que Marine Le Pen et Philippot n'accepteront jamais de coopérer, entre guillemets, que se passe-t-il? Quelles sont les décisions? Est-ce qu'il y a la possibilité, est-ce que tu envisages de présenter, de soutenir des candidats à des élections? Voilà. Vous savez que dans les procédures de divorce, il y a une phase qui s'appelle la conciliation. S'il y a conciliation, eh bien, il y a renonciation de l'un ou de l'autre à la procédure de divorce. S'il n'y a pas conciliation, il y a perpétuation de la procédure de séparation et de divorce. Voilà, nous sommes, et je l'ai démontré depuis plusieurs mois, plein de bonne volonté, malgré les avanies que nous avons subies, malgré aussi, il faut le dire, les persécutions que nous subissons de la part du gouvernement. Parce que l'homme qui vous parle a reçu, par exemple, en cadeau de Noël, le 23 décembre, 5 injonctions fiscales différentes. Il a reçu aussi une plainte de la haute autorité dirigée par M. Nadal, un militant socialiste, la haute autorité de transparence, laquelle a ordonné, a confié le dossier au parquet financier national, lesquels se sont crus autorisés à défoncer mon coffre-fort en mon absence, n'est-ce pas, et se proposaient même de découper mon bureau. Bien sûr, les témoins ont demandé qu'on mette les scellés, et je crois que j'ai été 3 fois perquisitionné. Je ne suis pas
de Daesh, n'est-ce pas? Je suis un parlementaire français, relativement connu et relativement pacifique. Et par conséquent, cette persécution qui vient des autorités gouvernementales vise en effet à empêcher la victoire des nationaux aux élections prochaines. Je pense que la direction du Front National ne se rend pas compte que j'étais son bouclier et que mon élimination les a fait monter en première ligne, puisqu'aussi bien, maintenant, ce sont tous les députés européens qui voient contester leurs assistants. L'administration, la bureaucratie européenne prétendant avoir un droit de regard et de jugement sur la manière dont les députés conduisent leur action politique avec leurs collaborateurs. Il y a là une dérive qui précède sans doute l'éclatement de cette organisation, mais qui ne manque pas d'être inquiétante elle-même. Alors encore une fois, nous venons pour aider à la victoire des nationaux et avec l'organisation qui est actuellement en responsabilité de cette démarche. Si notre bonne volonté était écartée ou contrariée, eh bien nous prendrions nos responsabilités pour faire autre chose. Est-ce que dans tous les cas, vous soutiendrez Marine Le Pen en 2017, même s'il n'y a pas de coopération avec le Front National après le lancement des comités? Et ma question tout à l'heure, c'était combien de personnes constituent ces comités aujourd'hui? Vous êtes combien aujourd'hui là pour le lancer? Vous n'avez pas répondu. Oui, non, il n'y a pas de recensement puisque je lance cet appel. Nous allons voir, la réponse sera donnée le 1er mai, rue de Rivoli, place de Pyramide, dans les rues adjacentes, savoir le nombre de gens qui auront répondu à cet appel. Mais encore une fois, nous n'avons pas une démarche inconditionnelle à l'égard de qui que ce soit. Nous ne soutiendrions un candidat à la présidence de la République que si, évidemment, il portait l'essentiel de nos préoccupations et de nos volontés. Je voudrais faire remarquer aussi très souvent qu'on oppose, plutôt qu'on mélange les programmes. Le programme du Front National n'est pas le programme du candidat à la présidence. Le candidat ou la candidate a un programme qui lui est propre. Mais ça n'est pas ce programme-là qui est celui du Front National. Ça n'est pas la présidente ni le président du Front National qui détermine la doctrine du Front National. La doctrine du Front est établie par les congrès. Or, les congrès se sont tenus et ont établi une doctrine que vous trouvez dans un très gros volume d'ailleurs et qui n'a pas changé beaucoup sur l'essentiel. Bien sûr, il y a des amodiations qui sont liées à l'évolution de l'actualité, mais en dehors de ça, les grandes lignes du Front restent les mêmes. Et ceux qui ont essayé d'y apporter une touche personnelle lui ont plutôt nui que servi. Est-ce que plus personne ne veut travailler avec vous au FN? Plus personne ne veut travailler avec moi? Non, je crois qu'au Front National, il y a un certain nombre de gens qui souhaiteraient travailler avec moi, mais qui ne le peuvent, puisque la structure du mouvement est devenue totalement autoritaire, qu'il n'y a plus strictement aucune démocratie à aucun niveau, et que, par exemple, moi je demande en vain la réunion statutaire du comité central depuis déjà plusieurs semaines, sans recevoir de réponse. Je rappelle que le comité central est élu, c'est la seule organisation élue par les militants en congrès. Elle doit être réunie une fois par an. Elle ne l'a pas été l'année dernière et il ne semble pas qu'on ait la volonté de la réunir. Je note que les différentes commissions, notamment celles d'investiture ou de discipline, sont arbitrairement désignées par le bureau exécutif, lequel a en fait un comportement qui n'est pas un comportement démocratique. Voilà, et c'est une des choses que nous souhaitons voir changer aussi. À partir de combien de personnes présentes, est-ce que votre manifestation du 1er mai sera un succès? Est-ce que ça aura une incidence sur la suite de ce que vous comptez faire? Il est bien évident que ça va constituer, si j'ose dire, un test en vraie grandeur. Ça n'aura pas la fragilité des sondages qui disent quelquefois ce qu'on veut bien leur faire dire. Si l'appel que je lance reçoit un écho important dans l'opinion, au point que les gens votent avec leurs jambes, si j'ose dire, viennent, malgré les menaces
de Daesh, ou peut-être à cause des menaces de Daesh, parce qu'il y a des gens qui voudront prouver qu'ils n'ont pas peur et que ça n'est pas une organisation criminelle étrangère qui va nous dicter la loi. Alors, j'attendrai comme vous, et je m'adresserai d'ailleurs ce jour-là aux gens qui m'ont fait l'honneur de répondre à mon appel pour dire ce que nous comptons faire par la suite, parce qu'il n'est pas non plus exclu que ceci fasse évoluer à l'intérieur du mouvement un certain nombre de forces qui iraient dans le sens national et populaire. Vous avez déjà d'autres rendez-vous prévus d'ici l'été après le 1er mai? D'autres événements que vous voulez organiser? Non, pas a priori, non. Non, c'est notre objectif. Là, il nous reste un mois pour organiser cette manifestation, pour la rendre possible. Et je pense je souhaite qu'elle ne soit pas interdite, parce qu'avec les moyens juridiques que donne l'état d'urgence, on peut se demander s'il n'y aurait pas de mauvaise volonté, mais je ne le crois pas, puisque si on autorise les rassemblements, les défilés, surtout ceux du 1er mai, qui sont traditionnels, je ne vois pas pourquoi on interdirait le rassemblement des patriotes autour de Jeanne d'Arc, d'autant qu'encore une fois, il était traditionnel et qu'il n'a jamais donné lieu à aucun incident. Quelle sera la forme juridique des comités? C'est une association de 1901, c'est une forme juridique classique. Je vous rappelle que pour être un parti politique, il faut le déclarer de façon précise. Vous devez dire ceci est un parti politique. Cette organisation est un parti politique. Non, ce que nous voulons faire, ce n'est pas un parti politique. C'est une association de citoyens avec des comités que nous avons mis sous l'égide de Jeanne d'Arc au secours, parce que nous estimons que cette formule est de nature à provoquer le réveil à la fois politique et sentimental de notre peuple. S'il n'y a plus de questions, il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir répondu à mon invitation et à vous souhaiter une bonne journée et une grande sécurité pour l'avenir.